Alors, chers amis, ces adjectifs, ils sont en deux parties. C'est ce qu'on appelle des adjectifs composés. Ils sont extrêmement courants en anglais. Donc, un adjectif composé, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement deux adjectifs qu'on a mis ensemble et qui en forment un nouveau. Okay? Alors, il y a une petite règle de fonctionnement vraiment importante à connaître qui ne se prononce pas, mais qui est simplement une modification orthographique qui est importante parce que si vous la faites, ça vous montre peut-être aussi que vous avez un minimum de rigueur tout simplement dans votre anglais, là pour le coup à l'écrit. Et de quelle modification orthographique s'agit-il? Toujours séparer un tiret, ok? Ils sont toujours ces deux mots ou ces trois mots qui forment l'adjectif composé en anglais. Ils sont toujours séparés par un tiret s'il y a deux mots ou deux tirets s'il y a trois mots lorsqu'ils précèdent le nom. Oula, beaucoup de théories. Qu'est-ce que ça donne concrètement? On voit ça tout de suite, chers amis. Regardez, une cravate bleu marine. Comment on va le dire en anglais? A navy blue tie. Alors, tie. À retenir, la cravate. Trois mots. T-A-E. Tie. Okay, guys? You've got it. A navy. Navy, c'est une diphtongue. Navy blue tie. Et voyez ici, on a nos deux mots et on a le tiret entre. OK? Pourquoi? Parce que tout ça est avant le nom, précède le nom. OK, guys? You've got it. On aurait pu dire this tie is blue navy. Et dans ce cas-là, comme on est après le nom, qu'est-ce qui se passe? On ne met pas de tiret. Donc faites attention parce que je vois toujours le tiret. Pas toujours, mais souvent, vous l'oubliez souvent. Donc ne faites pas cette faute. Et la meilleure façon de ne pas faire une faute, c'est de prendre la bonne habitude dès le début. Que ce soit pour l'orthographe, pour la grammaire, évidemment aussi pour la pronunciation. On continue. Une chemise à manches longues. Alors, la manche, c'est a sleeve. C'est un hilon. Hilon ici, regardez. Attendez. Une chemise. Comment on dit une chemise? A shirt. Ça, c'est pas un t-shirt. OK? A shirt, c'est une chemise, chers amis en anglais. A long-sleeved shirt. Une chemise à manches longues. Vous voyez, nous, on va rejeter après le nom, on va rajouter une préposition, on délaye en français souvent. L'anglais, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus synthétique. Et de toute façon, tout ce qui qualifie le nom, bing, ça passe toujours à droite. Non, à gauche, évidemment. Regardez, toujours à gauche. Vous mettez tout à gauche. Il n'y a pas à se poser la question comme en français où c'est à gauche, à droite et parfois en fonction de la gauche et de la droite, ça change le sens du mot, etc. Non, en anglais, on ne se complique pas la vie, on met tout à gauche. Lorsque par contre c'est un adjectif composé, qu'est-ce qui se passe? On met bien notre tiret et du coup, une chemise qui est à manches longues, là, hop, on a transformé ça en participe passé qui est devenu un adjectif. A long-sleeved, ok? A long-sleeved shirt. Tout simplement. Et en fait, là, la petite astuce, c'est que vous prononcez même pas le E. A long-sleeved, vd. À la fin, c'est vd. Parce que de toute façon, l'accent tonique, il est ici. Ok? Donc là, je mets une croix pour dire absence phonétique. C'est-à-dire, on ne prononce pas le E. A long-sleeved, what? La chemise, c'est comment? Shirt. Bien. Je vois que vous suivez, ou au moins pour une partie d'entre vous. Pour les autres, enfin pour tout le monde aussi, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube juste ici en bas à droite et vous pouvez évidemment récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'anglais. Pour ceci, rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. Alors, si parfois vous avez l'impression que je reprends ma respiration, c'est normal parce que le rhume n'est pas encore passé. Donc, j'essaie de faire de mon mieux, mais ce n'est pas encore ça. J'espère que ça n'altère pas la qualité de la vidéo en tout cas. Si c'est le cas, je vous prie de bien vouloir m'en excuser.
Une femme de grande taille avec des cheveux courts. Donc, quand je vous dis qu'on délaye en français, vous voyez. Hein? Regardez en anglais, on ramasse tout, on met à gauche et on fait un bel adjectif composé avec au milieu, notre tiret. A tall, short-haired woman. Normalement, là, vous avez une question à ce moment-là. A tall, vous voyez, longue. C'est presque comme un A, mais ça tire aussi un peu sur le haut. A tall, short-haired woman. Woman. Faites bien l'accent tonique ici, ok? Ou court. A tall, short-haired woman. Là, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Pourquoi on ne met pas un tiret ici? Parce que ce sont deux choses différentes, ok? C'est une femme de grande taille et elle a une autre caractéristique, elle a des cheveux courts. Ok? Donc, cheveux courts, c'est short-haired, c'est la même idée. Donc, c'est notre adjectif composé. Et après, vous avez un adjectif tout à fait normal qui est de grande taille. Tout à fait normal dans le sens où c'est un seul mot. Donc, ne me mettez pas, si je puis dire, des tirets non plus partout. Non, il faut mettre simplement un tiret entre les deux mots ou les trois mots de l'adjectif composé. Comment ça, trois mots? Là, il y a bien trois mots. Non, non, non. Regardez, trois mots qui expriment une même idée. Par exemple, out of date. OK? Qui est périmé, qui est désuet, démodé, obsolète, etc. Retenez bien ce mot. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin très prochainement. Donc ça, c'est périmé, obsolète pour un équipement, etc. OK? Donc ça, ces adjectifs sont vraiment courants en anglais. C'est hyper important de comprendre leur structure, de comprendre comment ils fonctionnent. Et vous verrez qu'ils sont assez faciles en fait déjà à traduire quand vous ne les avez jamais rencontrés, mais aussi évidemment à être pour les utiliser tout simplement. Donc il faut vous habituer en fait à cette forme qui est un petit peu différente du français. Regardez, dernier exemple. C'est une personne égoïste et étroite d'esprit. Bouh! He is a self-centered and narrow-minded person. Ça ne fait pas rêver de vous à moi. Par contre, là vous vous méfiez bien, c'est pas it is a self-centered, blablabla. Non, he is. Quand on parle de quelqu'un et qu'on décrit la personne, on ne fait pas comme en français. Nous, en français, on adore tout ce qui est les neutres, c'est-à-dire c'est, on, etc. Ou par exemple, quand on dit il pleut, il, ce n'est pas une personne, c'est comme un neutre en fait. Ok? Et on a l'habitude d'ailleurs évidemment de le transposer en anglais, ce qui donne la chose suivante. It is, non. Là par contre, il faut bien vous méfier, il faut prendre ce réflexe de bien choisir le pronom personnel qui convient à ce qui est décrit. Ici, c'est une personne. Et là, par exemple, on a choisi he. On sait donc, contrairement au français, que c'est un homme. Parce que je vous dis, si je vous dis c'est une personne égoïste et étroite d'esprit, vous ne savez pas si c'est une femme ou un homme. Alors qu'en anglais, on est beaucoup plus précis. OK? He is a self-centered and narrow-minded person. Alors, centré sur lui-même. Facile. Qu'est-ce que c'est? Un égoïste. OK? Narrow-minded person. Narrow-minded person. Narrow. Faites bien l'accent tonique sur la première syllabe. Narrow-minded. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent anglais débile en parlant français. Je vous prie de m'excuser. Narrow-minded person. Par contre, là, il faut bien le faire. Ce n'est pas un accent qui a une coquetterie intellectuelle quand on parle anglais. Non, l'accent, c'est tout simplement la bonne prononciation, indispensable pour vous faire comprendre. Ne culpabilisez jamais d'essayer de bien prononcer l'anglais sous prétexte qu'on vous a dit à tort et injustement, que ce soit à l'école ou peut-être il y a quelques minutes, « Oh là là, tu te la racontes avec ton accent ». Ça, malheureusement, c'est une plaie culturelle qu'on a encore. Donc, s'il vous plaît, ne culpabilisez pas pour ça et essayez de passer dessus et n'hésitez pas tout simplement à essayer de prononcer. Et dans essayer, il y a potentiellement, vous allez faire des erreurs. C'est même sûr, ça va arriver. Mais de toute façon, si vous ne faites pas ces erreurs, si vous n'essayez pas, votre anglais ne sera jamais bon. OK, guys? He's a self-centered and narrow-minded person. Étroite d'esprit. Mind. OK? C'est l'esprit.
Ça, c'est un M. OK? He's a self-centered and narrow-minded person. Narrow, c'est quoi? C'est étroit. Voilà. Bon, je pense que là, vous avez bien compris le concept des adjectifs composés. Pas mal de vocabulaire qui est super intéressant à mon sens parce que c'est vraiment le vocabulaire que vous retrouvez tout le temps en anglais. À la fois les mots choisis évidemment, mais vous l'avez compris aussi, la structure des adjectifs composés qui reviennent constamment, que ça soit par exemple dans les textes un peu littéraires pour traduire tout ce qui est description de personnages, que ça soit dans les articles de journaux ou tout simplement dans la langue parlée. Donc je vous dis, chers amis, à demain! Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez évidemment pas de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste ici en bas à droite et récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais en cliquant sur le i qui est juste ici ou sur le lien qui est sous la vidéo. And if you're on Facebook, the link is right above my head, juste au-dessus de ma tête. À demain, on va s'entraîner sur les adjectifs composés. Cette fois, c'est vous qui allez, si je puis dire, les dénicher. Talk to you tomorrow, guys. Thank you very much. Bye bye.